Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour le F5 Solution Day. Il y a 2 ans, nous étions plus de 600 personnes au F5 Forum en présentiel à Paris. 2 ans déjà et que de changements. Si on avait su, si on avait pu imaginer toutes ces transformations de notre société, quelle avancée du numérique, quelle révolution dans le monde du travail et quelle explosion de l'utilisation des applications. S'il y a bien une société qui a su se projeter dans le monde de l'après-Covid, c'est bien F5. En 2 ans, c'est une succession de rachats, d'investissements technologiques qui renforcent son ADN. Un nouvel ADN que vous allez découvrir tout au long de cette matinale. Mais avant de commencer, quelques astuces pratiques. Vous pouvez utiliser le chat situé à droite de votre écran. Les équipes de F5 sont là pour vous répondre. Et restez attentifs, car vous allez pouvoir participer à un quiz et gagner un immense clavier en chocolat de la maison Michalak. Allez, c'est parti. On retrouve tout d'abord François Locodonou, PDG de F5, qui a un message pour la France. Bonjour et bienvenue. Nous avons tous connu de nombreuses difficultés au cours de l'année passée. Mais l'une des façons dont je qualifierais les 12 derniers mois pourrait être l'année de l'application. Dans une période où la transformation numérique progressait rapidement, la dépendance et la demande du monde pour les applications s'est accélérée au même rythme. Les applications constituent notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Elles représentent le canal de communication principal des entreprises ou des administrations. Elles ouvrent la porte à toutes sortes d'innovations. Pour vous, cela signifie que vous êtes non seulement des innovateurs d'expériences numériques incroyables, mais aussi des gardiens. Les gardiens de la confiance de vos clients, les gardiens de la confiance du grand public et les gardiens de la confiance qui existe entre votre entreprise et tous les publics que vous servez. En fin de compte, en tant que technicien et manager responsable de la mise sur le marché de ces applications, vous êtes aujourd'hui ceux qui créent de la valeur pour vos entreprises. Et peu importe que vous soyez dans les NetOps, les SecOps, les DevOps, chacun d'entre vous travaille désormais dans le domaine de l'expérience client. Dans tous les domaines et dans toutes les industries, la transformation numérique connaît une accélération sans précédent. Et ce changement est définitif. Les clients avertis et les utilisateurs partout dans le monde savent qu'une expérience numérique extraordinaire, auparavant inimaginable, est désormais possible. Nous avons récemment publié la 7e édition de notre rapport sur l'état des services applicatifs et les priorités et préoccupations des premiers responsables face aux défis les plus difficiles de l'économie numérique sont évidentes. Je ne vais pas toutes les passer en revue ici aujourd'hui. Mais en voici certains des enseignements les plus importants. Les entreprises continueront de moderniser les applications et les architectures pour offrir de meilleures expériences numériques à leurs clients. Près de 9 organisations sur 10 nous ont déclaré exploiter des architectures applicatives modernes et traditionnelles. L'accélération des déploiements cloud et SaaS favorise une approche multi-cloud et l'implémentation de la sécurité en tant que service. Les répondants ont choisi la sécurité SaaS, Software as a Service, comme la tendance stratégique numéro 1 pour les 2 à 5 prochaines années à venir. Les applications d'entreprise se développent au plus proche de l'utilisateur à mesure que les technologies de conteneurs se démocratisent. Plus des 3/4 des entreprises envisagent désormais de déployer des applications en périphérie. Les applications ont besoin de données de télémétrie et d'informations pour répondre aux attentes en constante évolution. Bien que 75% des répondants déclarent que la télémétrie est importante, 95% d'entre eux n'obtiennent pas de leur solution de contrôle et d'analyse des données exploitables. De nos jours, chaque entreprise est une entreprise numérique qui doit répondre aux besoins des clients et les anticiper. La qualité de l'expérience numérique est désormais un enjeu majeur et un véritable défi pour les entreprises. C'est pourquoi, chez F5, nous voyons un monde où vos applications s'adaptent aux besoins en constante évolution. Dans un monde d'applications adaptables, les services applicatifs
doivent évoluer de la même façon. Les services applicatifs se défendent et fournissent des alertes à l'ensemble du système s'ils sont confrontés à des difficultés. Ils se fondent dans une expérience utilisateur aussi flexible que possible, avec la possibilité de configurer et d'orchestrer différents types d'expériences. Le résultat final est une expérience numérique incomparable pour l'utilisateur de l'application. Depuis 2018, nous avons investi plus de 2 milliards de dollars à la fois de manière organique et inorganique pour concrétiser cette vision, notamment avec Nginx, Shape Security et Volterra. Vous en saurez plus sur la façon dont ces développements se complètent avec les présentations d'aujourd'hui. Nous mettrons l'accent sur Volterra et la manière dont nous distribuons les applications au plus près des utilisateurs. Avec une sécurité homogène qui permet une véritable portabilité et la gestion de votre croissance sans aucune limite. Notre compréhension des applications et de leurs besoins vous permet de vous concentrer sur l'innovation au cœur de votre activité. Avec les solutions F5, nous permettons à votre fabrique applicative de croître et d'innover tout aussi rapidement. Votre rôle, en tant que créateur et gardien de ces applications, devient de plus en plus vital pour la croissance future de votre entreprise. Cette notion d'application adaptable fait partie de notre ADN depuis toujours et nous vous invitons à venir le découvrir par vous-même pour répondre aux besoins de vos clients. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Weber, qui est directeur général de F5 France, et Arnaud Lemaire, qui est directeur technique. Bonjour Sébastien. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Bonjour Caroline. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait maintenant 2 ans. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous et comment se porte F5 ? F5 va bien. Merci de demander et on est très heureux d'accueillir tous nos clients et nos prospects dans cette journée un peu spéciale. En effet, on ne s'est pas vu depuis 2 ans et j'espère que tout le monde va découvrir une grande partie de la nouvelle stratégie d'F5 qui, malgré tout, est très ancrée dans ses valeurs des 25 ans de partenariat que nous avons avec nos clients aujourd'hui et qui se concrétise aujourd'hui dans cette évolution par, en effet, vous avez mentionné certaines acquisitions, beaucoup d'évolutions, je dirais même de la disruption, pour utiliser ce terme anglo-français qui va montrer vraiment un changement de paradigme dans la façon dont on approche les applications aujourd'hui. Mais comme nos clients nous font confiance, je voulais juste donner quelques nouvelles. Oui, F5 va bien. Comment dirais-je ? Capitalisation boursière en hausse, croissance à double digit, des capacités d'investissement. D'ailleurs, oui, en effet, F5 a investi plutôt, j'allais dire, 2,2 milliards. 2,2 milliards, c'est pour changer l'ADN d'F5, en effet, mais ce n'est pas pour le transformer totalement, c'est vraiment de le faire évoluer. L'idée, c'est in fine, que cette transition du Covid a accéléré la vision qu'on avait déjà avant. Bien sûr. Avec tout ce qui était automatisation, partenariat long terme, des ELA avec nos clients. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de clients et de plus en plus de prospects qui s'approchent de nous justement pour cette approche holistique, parce qu'approcher le post-Covid avec tout ce que cela inclut pour les applications, ça demande énormément d'outils, énormément de nouvelles infrastructures, et au lieu d'aller vers des approches un peu coûteuses, ils se rapprochent justement d'F5 pour adresser cela dans un modèle économique viable. Alors justement, dans la vidéo, François Lecotonou a parlé de l'année de l'application. Il avait évoqué également la dépendance des clients pour ces applications. Mais Sébastien, de quelle dépendance parle-t-on plus concrètement ? Je vous dis Doctolib, je vous dis Deliveroo, je vous dis Zoom. Oui. Même Zoom, qui est une application corporate aujourd'hui, nos familles en parlent. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tout simplement, nous sommes tous entrés dans de nouveaux mœurs, de nouvelles habitudes. Et comme on l'a vu comme dans beaucoup d'aspects de notre vie, c'est le B2C qui drive l'innovation du B2B. Bien sûr. Et les nouveaux mœurs, qui je pense sont vraiment ancrés dans nos habitudes au jour le jour, ne vont pas changer. Alors François a utilisé des mots très forts au sujet des applications. Il a parlé de gardiens de la confiance. Mais qui sont plus exactement ces gardiens ? Quels sont leurs rôles ? Alors effectivement, ces nouvelles tendances décrites par Sébastien changent la façon dont les utilisateurs, les usagers interagissent avec les services des entreprises ou les services publics. Les applications sont au cœur de cette transformation. Elles sont devenues le canal de communication privilégié et même unique, comme on l'a vu en période de confinement.
Dans ce cadre-là, les IT se sont adaptés pour faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Et ça s'est traduit par l'apparition de nouvelles équipes que vous connaissez, les NetOps, les DevOps, les SecOps. Donc, les NetOps s'occupent des réseaux et des interconnexions des infrastructures. Les DevOps développent les applications de façon agile et les SecOps sécurisent les applications où qu'elles soient déployées. Alors ces nouvelles organisations ont amené des nouvelles méthodologies de travail, des nouvelles interactions entre les équipes qui n'existaient pas au préalable et de nouvelles solutions techniques avec un seul objectif, améliorer l'expérience utilisateur. Alors Sébastien, quel est ce rôle de confiance pour ces applications ? Je parlais de Doctolib. Faites vos courses sur le Drive. Vous interagissez avec votre banque. Quel modèle économique peut être mis en place si vous n'avez pas la confiance des utilisateurs ? Bien sûr. Là, honnêtement, Arnaud, je te laisse donner un peu plus de détails. Alors cette confiance, elle s'acquiert dans le temps, effectivement, et les points importants à noter pour avoir la confiance des usagers, tout d'abord, c'est fournir des services, des applications performantes. Aujourd'hui, on ne tolère pas qu'une application soit lente, donc on se connecte depuis des environnements assez hétérogènes, des téléphones, des tablettes, depuis la 4G, la 5G maintenant, et du Wi-Fi. Donc quel que soit l'environnement de connexion, on doit s'assurer que nos applications soient performantes. Le deuxième point, c'est la disponibilité. Et ça, c'est un sujet cher à F5, puisque c'est une de nos thématiques historiques. On est dans l'immédiateté, donc on veut que les services soient disponibles au moment où on en a besoin. Les utilisateurs ne supportent donc plus des services qui ne seraient pas disponibles. Le troisième point, et c'est un aussi des plus importants, c'est l'aspect sécurité. Donc on interagit de plus en plus avec toutes ces applications et on leur confie de la donnée. On leur confie des données sur notre état de santé, sur notre famille, des données financières. Donc pour gagner la confiance, il faut faire en sorte qu'on s'assure que ces données soient protégées et sécurisées. Alors Sébastien, vous parlez d'applications modernes chez F5, mais pouvez-vous nous définir ce qu'est une application moderne ? Une application moderne est une application qui s'adapte en temps réel. Et Dieu sait si aujourd'hui, toutes nos demandes, nos envies sont en temps réel, en fonction un petit peu parfois des news quotidiennes qu'on a à la télé ou à la radio. L'idée là derrière, c'est tout simplement qu'on puisse réagir aux besoins du client. Et ça peut être d'un point de vue commercial. La semaine dernière, mon logo de mon téléphone s'est mis à jour quand Total s'est transformé en Total Énergie, qui couvrait l'ensemble de sa nouvelle approche de la fourniture d'énergie. Doctolib, qui est passé de quelques millions à quelques dizaines de millions d'utilisateurs de cette application-là, sans même vraiment qu'on l'ait vu venir. Et le plus bel exemple, je crois, c'est tous anti-Covid. Dieu sait si nos politiques en France aiment faire de grandes annonces. Une grande annonce la veille, le lendemain matin, nous avions nos attestations dans l'application. Si les développeurs avaient dû réécrire l'application totalement, ils n'y seraient jamais arrivés. De fait, ils ont pu modifier la partie qui allait bien, le container qui allait bien pour fournir un service. Donc vous voyez, ça s'applique à nos besoins parfois de service, à des besoins parfois un peu mercantiles, mais aussi parfois à des besoins pour nous aider dans notre vie courante. D'ailleurs, je ne saurais pas l'expliquer comment ils font. Pourrais-tu nous donner plus de détails, Arnaud ? Alors absolument, ces applications modernes sont désormais bien ancrées dans le monde de l'entreprise. Donc, nous avons publié cette année un rapport sur les stratégies applicatives, nous le faisons chaque année, et dans ce rapport, nous avons interrogé les organisations qui travaillent avec nous, et 9 organisations sur 10 déclarent déjà opérer des applications modernes en complément des applications plus traditionnelles. Donc concrètement, on a changé fondamentalement la façon dont on fabrique ces applications. Elles sont, comme tu l'as dit Sébastien, adaptables, donc pouvoir changer du jour au lendemain en fonction d'un contexte, en fonction d'un besoin, mais elles sont également très axées sur l'expérience utilisateur, avec même des cas de figure où typiquement on peut avoir une expérience personnalisée en fonction de nos besoins et de nos habitudes. Alors justement, question Arnaud, quels sont les enjeux pour les DevOps qui gèrent ces applications modernes ? Alors les DevOps ont aujourd'hui 3 gros enjeux, qui sont l'agilité, l'évolutivité, comme on l'a cité, et la gestion de la croissance. Donc si on prend encore une fois l'exemple de l'application Tous Anti-Covid, on a eu un besoin très rapide d'application. Avec une application monolithique, historique, on aurait mis 6 mois, 1 an à publier cette application. Là, c'était tout simplement pas possible, donc on a dû travailler d'une façon agile. Le deuxième point, évidemment, l'application, elle ne peut pas être complètement terminée en un mois de travail. Donc, elle va devoir évoluer. Donc, les DevOps ont mis en place des plateformes qui vont leur permettre de faire
évoluer, changer l'application en fonction des besoins, encore une fois, en fonction du contexte. Et finalement, le troisième point, c'est la gestion de la croissance. Comme on l'a cité, on a vu des exemples l'année dernière. On a aujourd'hui des usages qui sont plus du tout linéaires, c'est-à-dire qu'on a des périodes de croissance, de besoins de performance du jour au lendemain en fonction d'événements extérieurs. Donc, les développeurs doivent trouver des solutions pour rendre leurs applications adaptables en termes de performance pour supporter toute cette croissance. Alors tout ça passe à travers évidemment des nouvelles technologies. On parle aujourd'hui pour les développeurs d'utilisation de conteneurs. Donc une grosse différence entre une application monolithique et une application moderne, c'est qu'on l'a découpée en petits morceaux qu'on appelle des services, des microservices, qui vont échanger entre eux, échanger la donnée pour fournir un résultat final à l'utilisateur. Ces développeurs, on leur a aussi fourni des outils, des plateformes telles que Kubernetes pour pouvoir déployer rapidement en toute sérénité et leur fournir un certain niveau d'abstraction et pour leur faciliter la tâche. Et finalement, quelque chose qui est désormais omniprésent, c'est la partie orchestration. Lorsqu'on va vouloir être rapide, agile, qu'on va vouloir faire des développements tous les jours, des déploiements chaque semaine, on va passer par des solutions d'automatisation qui vont nous permettre de faire ces tâches sans intervention manuelle. Alors Sébastien, on a parlé d'applications modernes, d'enjeux économiques, de sécurité bien entendu, mais quelle réponse apporte maintenant F5 en matière d'expérience numérique ? Alors on disait la solution, c'est l'adaptation. En effet, les méthodes de travail ont changé, on ne peut plus fournir les mêmes outils qu'avant. Et ces méthodes doivent être utilisables par tous, déployables par tous et orchestrables. C'est pour ça que Nginx fait partie aujourd'hui du portfolio F5, car ça complète l'offre historique qu'on a aujourd'hui. La solution BIG-IP est le leader de son marché et fournit un niveau de service pour lequel tous nos clients nous remercient aujourd'hui. On ne remet pas ça en question. Par contre, est-ce que le BIG-IP est le meilleur outil pour développer et supporter ces nouveaux process ? C'est là que nous posons la question à nos propres clients, nous-mêmes. Bien sûr. Et nous travaillons ensemble avec eux parce que nous pensons qu'en cœur d'infrastructures applicatives, des solutions cloud natives comme Nginx, qui sont même par design, avant qu'elles soient acquises par F5, étaient compatibles avec le BIG-IP, on retrouve le meilleur des deux mondes. Et c'est là où le portfolio et l'approche complète d'F5 fournit et la solidité de tout ce qu'on a toujours fourni à nos clients, mais aussi cette capacité évolutive, adaptative, d'aller très vite et de supporter ces nouvelles infrastructures qui doivent être ultra agiles et très véloces. Alors Arnaud, les équipes IT déploient de plus en plus d'applications. Comment accompagnez-vous ces développements au niveau sécurité, alors sans freiner l'innovation et sans réduire l'expérience numérique des clients ? Est-ce que c'est un vrai challenge ? Alors effectivement, les gens qui s'occupent de la sécurité dans les organisations IT ont trois gros enjeux aujourd'hui. Le premier point, c'est de ne pas freiner le déploiement. Donc la sécurité ne peut plus arriver en bout de chaîne lorsqu'on développe et qu'on déploie des applications. Elle doit être intégrée au cycle de développement, au cycle de test. Le deuxième point important, c'est fournir l'homogénéité de la sécurité. Donc, ces applications, elles vont être distribuées partout désormais, dans une approche multi-cloud. On va les retrouver dans le data center, on va les retrouver dans des clouds publics et même en colocation. Donc, on doit fournir un moyen de donner de la gouvernance et de s'assurer que chaque application, où qu'elle soit déployée, soit couverte par une politique de sécurité. Et finalement, le troisième point, qui est lui aussi indispensable, c'est cette sécurité, elle ne peut plus nuire à l'expérience utilisatrice. Donc elle doit être le plus transparent possible. Donc les jours des CAPTCHA et autres authentifications multifacteurs sont désormais comptés. On a publié encore une fois ce rapport sur les stratégies applicatives qui indique une des solutions trouvées par la plupart des organisations pour répondre à ces enjeux, que les services de sécurité dans le SaaS étaient une des solutions, une des pistes principales sur laquelle ils allaient travailler dans les prochaines années. Et c'est pour accélérer cette direction, pour aller plus vite dans cette direction, que F5 a fait l'acquisition de Shape Security. Alors, Shape Security, comme son nom l'indique, fournit des solutions, des services de sécurité. Ces services de sécurité, ils sont dans le cloud, donc ils sont disponibles pour n'importe quelle application, pour couvrir l'intégralité du portfolio applicatif. Ils peuvent couvrir des attaques très simples, des attaques automatisées, comme des attaques plus complexes, manuelles.
Ces technologies, elles utilisent de l'intelligence artificielle qui va permettre également de gérer des cas d'usage, on le verra dans la suite des présentations ce matin, pour diminuer ce qu'on appelle la friction, donc l'interaction de la sécurité avec l'utilisateur et la rendre la plus transparente possible, encore une fois. Alors Sébastien, les usagers réclament de plus en plus d'applications performantes. Comment adressez-vous ce besoin lorsque du jour au lendemain, le nombre d'utilisateurs triple, voire quadruple, voire plus? Excellente question, Caroline. Là, en effet, on veut pouvoir du jour au lendemain être plusieurs millions à accéder à une application. Et on veut que cette application soit au goût du jour, avec les dernières features, avec les dernières fonctionnalités, avec tout ce qu'il faut. Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut poser une application où on veut, on ne sait pas où les utilisateurs seront. On parlait de connectivité, mais on peut parler aussi d'autres pays. Sur certaines plateformes, je l'espère, en ce moment, il y a une sorte de vague de réservation Tout à fait. pour les vacances, et j'en suis bien heureux pour ceux qui puissent le faire. Où sont ces clients ? Est-ce qu'il faut se rapprocher d'eux ? Les grandes centrales de réservation, est-ce qu'ils sont là ? Demain, si c'est le Japon qui ouvre, une fois qu'eux seront vaccinés, comment on va pouvoir déplacer ces applications plus près d'eux ? Un autre point, c'est comment s'assurer, non pas uniquement que ça s'approche d'eux, mais aussi qu'on puisse injecter du code sans se poser la question si je devais travailler avec un Amazon, un Azure, un GCP ou un cloud privé, partagé, fourni par un système intégrateur. Il y a une énorme complexité là-dedans pour fournir de la sécurité. L'idée, c'est de donner une plateforme, et là, je parle de la dernière acquisition qui est de Volterra, où nos clients peuvent injecter du code dans une plateforme. La plateforme distribue ce code-là dans les bons clouds, dans les bons hyperscalers. Ils peuvent même utiliser les points de présence F5, et on va pouvoir les mettre au plus près des utilisateurs, sans se poser de questions. Plus près des utilisateurs, c'est un aspect des choses. C'est-à-dire que parfois, un utilisateur, c'est une voiture. On travaille beaucoup avec des clients, et on a travaillé avec Volterra sur la fourniture des bornes de recharge des voitures. Ça passionne tout le monde. Oui. Il faut juste savoir que quand une nouvelle voiture sort, une nouvelle batterie, des nouveaux algorithmes sortent, il faut pouvoir mettre toutes les bornes à jour bien sûr. pour la dernière voiture qui est sortie, sinon la recharge de la batterie ne se fera pas correctement. Donc on travaille avec ce qu'on appelle le concept de micro-data center. Donc quelque part, on travaille sur un nuage géant, ce qu'on est capable de virtualiser même, j'irais dire. On va pouvoir complètement s'en détacher et en même temps amener des petits éléments de data center au plus près de l'usage, parce que là, je suis désolé, personne ne sera d'accord si on a 20 minutes de recharge rapide, d'attendre un quart d'heure que l'application se mette à jour. C'est là aussi qu'on peut travailler. Et tout ça, donc travailler vraiment en grosse masse ou travailler vraiment de façon très très précise avec nos clients, on le fait avec tous les services. Comme disait Arnaud précédemment, les services de sécurité, de disponibilité, de performance, tous ces éléments-là, toujours embarqués nativement dans ces technologies. Et là, c'est Volterra qui va porter l'ensemble de notre offre. Merci beaucoup Sébastien pour cet éclairage. Et on vous retrouve Arnaud pour la session gestion et sécurité des applications modernes avec Pierre Castelnau de Nginx et Monsieur Nguyen de GRDF. À tout de suite. Uoa, bonjour. Bonjour Caroline. Alors pourriez-vous nous présenter en quelques mots GRDF et son activité ? Du coup, je fais partie de GRDF, grand groupe de l'énergie français, qui est en charge de la distribution du gaz dans toute la France. C'est une entreprise justement qui est engagée aujourd'hui dans un grand projet de transition énergétique, qui veut devenir un acteur important de ce challenge-là, justement et qui a comme objectif justement de basculer sur du 100% gaz renouvelable d'ici la prochaine décennie. Alors, quels sont les challenges et les objectifs business qui vous ont amené à considérer Nginx Plus et F5 ? Je dirais que, en fait, au sein de la DSI, on essaye au maximum, au travers différentes équipes d'urbanistes et de cadrage, d'uniformiser au maximum les cadres d'échange, justement les patterns d'échange au sein de la DSI. Cela regroupe donc tous les échanges interapplicatifs, qu'on distingue souvent par le fait que ce sont des communications à l'externe, à l'interne, sur des services génériques ou très spécifiques. Et dans ce cadre-là, justement, il y avait une sorte de manquement au sein de la DSI qui portait sur tous les échanges interapplicatifs qu'on appelle point à point, dans le sens où ce sont des échanges très spécifiques entre nations. Autant tout ce qui est générique et
générique, hein, tout simplement, est assez cadré parce qu'on a des briques transverses sur lesquelles justement une équipe est dédiée justement à la gestion de ces échanges-là. Autant sur tout ce qui était très spécifique, on s'était laissé finalement à la main des projets clients-fournisseurs d'échanger entre eux et de se débrouiller entre eux, on va dire, pour communiquer. Du coup, là est apparu un manque, une absence, c'est clairement de sécurisation et de ces échanges-là, sur lesquels justement on a commencé à réfléchir sur un pattern qu'on appelait du coup échange point à point, qu'on a même étendu à un qu'on appelle micro gateway, qui permettait de sécuriser ces flux-là, et dans lequel justement le produit NGX est finalement ressorti dans notre étude de cadrage comme un produit qui pouvait clairement répondre à ce besoin-là, pour différentes possibilités qu'elle offrait. Et quelles sont les capacités fournies par la solution qui vous ont le plus particulièrement intéressé? Merci Caroline. Du coup, pour pousser la réflexion et du coup ce que je viens de dire, ce qui nous a particulièrement poussé à aller vers NGINX, c'était justement toutes les possibilités techniques que proposait la solution en termes de, on va dire, de micro API management. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a des briques d'API management, de bus qui permettent justement de traiter tous les sujets transverses. Et du coup, on cherchait une solution qui soit plus légère, qui permettait justement de traiter les services, comme on vous le disait, très spécifiques entre deux applications. NGINX Plus justement propose justement par une solution, on va dire, d'API management, mais plus légère, qui permet de traiter les mêmes problématiques de sécurisation, de gestion de quotas, de throttling, et justement de connexion avec différents protocoles d'autorisation et d'authentification qui nous ont intéressés. Typiquement, toute la partie OIDC, très facilitée par le produit, a fait partie des arguments qui nous ont poussés à aller vers NGINX. F5 vous a-t-il aidé à atteindre vos objectifs et dépasser les challenges en question? Eh bien, pour répondre à cette question, Caroline, je dirais que pas forcément dépasser les challenges, mais en tout cas, il nous a permis de les atteindre. Justement, ces applications-là qui étaient avant à l'externe et qui communiquaient un peu de façon, on va dire, sans vraiment de protocole ou de sécurisation, a dû rentrer dans un cadre justement sur notre data center qui était un peu plus restreint et plus restrictif, qui a limité, qui a du coup engendré de nouvelles difficultés sur lesquelles NGINX a pu apporter justement quelques solutions. Typiquement, je reviens sur le protocole OIDC. Aujourd'hui, l'une des démarches qu'on a et qu'on impose aux projets qui veulent retourner sur notre data center, c'est que toute la partie authentification doit passer par ce protocole-là. Et du coup, ça engendrait justement des difficultés et de nouveaux cas d'usage qui n'étaient pas été pris en compte par ces applications-là, que NGINX nous a permis très fortement de rendre plus facile d'accès, tout simplement. Alors, comment cette nouvelle solution bénéficie-t-elle à vos clients et à vos employés? Ça rejoint tout à fait ce que je viens de dire, Caroline. C'est que du coup, le produit en lui-même a permis d'alléger et de simplifier tous ces cas d'usage et tous ces contraintes techniques justement par ces réintégrations des applications en interne, et du coup a permettre de faciliter et de sécuriser tous les échanges qui aujourd'hui, avant, étaient menés à l'externe, sans réellement cette partie de sécurisation qu'on a pu maintenant imposer et faciliter via le produit. Merci beaucoup, UOA. Et on retrouve maintenant Pierre Castelnau, vice-président d'NGINX. Pierre, c'est à vous. Merci Caroline. Et bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour une petite présentation NGINX. F5 a fait l'acquisition de NGINX il y a maintenant 2 ans, avec une mission qui était celle d'aider les clients à délivrer leurs applications modernes. Tous les clients aujourd'hui, toutes les entreprises ont un programme de transformation digitale, fabriquent et mettent sur le marché de nouvelles applications pour améliorer l'expérience utilisateur, parce qu'on sait qu'un client aujourd'hui change de fournisseur s'il n'est pas content de son expérience digitale, pour avoir une agilité supérieure et être capable de rendre à ses clients des services nouveaux, innovants rapidement, pour gagner de l'argent, c'est un objectif évident, avec des nouveaux services qui veulent dire de nouveaux revenus pour les entreprises, et puis pour faire évoluer leur environnement applicatif en fonction de l'appétit du marché pour les applications que l'on met en production. 2 ans après cette acquisition, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de regarder ce qui a été accompli et puis ce qu'il nous reste à faire pour vous aider dans cette mission qui est encore une fois d'accompagner votre transformation digitale.
Je vais être bref sur ce slide, puisque Arnaud a déjà introduit effectivement le concept d'application moderne, en tout cas de la définition qu'on en donne. Mais quand même, pour préciser quelques petites choses, il y a 4 composants principaux pour nous à une application dite moderne. La première, c'est que c'est une application en microservices et qui tourne donc dans des containers. C'est important puisque les containers hébergent de petits bouts d'application. Il faut que les solutions d'infrastructure, entre guillemets, applicatives qui leur sont associées soient eux aussi de petite taille et flexibles. Le deuxième point clé, c'est les API. On comprend bien qu'effectivement, si une application est désormais constituée de 1000 éléments différents qui communiquent les uns avec les autres, la partie API devient clé, à la fois d'un point de vue performance de l'application, rapidité de l'application, mais aussi d'un point de vue sécurité, puisque c'est des échanges qui vont devoir être protégés. Le troisième aspect, c'est que dans une application moderne, quand on la développe, toutes les équipes impliquées travaillent en parallèle. Une application traditionnelle, on la développe, on la teste, on la met en production. Si on a un problème en test, on le renvoie aux développeurs. Si on a un problème en production, on la renvoie aux développeurs, etc. Les gens collaborent, mais collaborent de manière quelque part séquentielle, ce qui est pas forcément facile, mais quand même plus facile que ce qu'on demande aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde puisse travailler en parallèle sur les applications et en permanence sur l'application. Donc ça, c'est une des caractéristiques importantes des applications modernes. Et la dernière, c'est la partie automatisation. On conçoit bien qu'effectivement, si une application est composée de multitudes de composants, on ne peut pas tout faire à la main, on ne peut pas tout paramétrer à la main. Il faut que l'ensemble des tâches soient automatisées. Cette automatisation, on va la trouver dans la deuxième série de caractéristiques d'une application moderne, qui est comment est-ce qu'elle évolue. Mais avant ça, la première caractéristique, c'est que par définition, c'est des applications dont on va attendre qu'elles répondent à la demande de manière quasiment instantanée. Donc, de répondre à la demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut développer un nouveau service applicatif et espérer qu'il touche 1 million d'utilisateurs, par exemple, et se retrouver du jour au lendemain avec 10 millions d'utilisateurs. Comment est-ce qu'on croit? A contrario, une application qui rencontre moins de succès et qu'on avait sizé entre guillemets pour 1 million d'utilisateurs peut se retrouver avec 20 000 utilisateurs, et à ce moment-là, il faut en réduire la taille pour qu'elle ne consomme pas de ressources. Donc la croissance et la décroissance de l'application doit être automatique, et l'application doit être portable parce qu'on conçoit assez clairement qu'on aura du mal à faire grossir son data center personnel ou son private cloud interne d'un facteur 20 si on en a besoin à un moment donné ou si on en a besoin à une période de l'année, par exemple. Donc ces applications-là vont assez naturellement soit être nées dans le cloud, soit à un moment donné, si l'application croît rapidement, déborder dans le cloud. Et pour que ça se fasse sans incident, on peut utiliser les solutions de nos amis de Volterra, mais aussi s'assurer que le stack applicatif qu'on développe soit portable, tourne dans mon data center, tourne dans mon Azure, tourne dans mon AWS, etc. etc. Et naturellement aussi, la partie automatisation s'applique dans tout le cycle de vie de l'application, pas uniquement dans son développement, mais aussi quand on rajoute un service, qu'on en supprime un, qu'on rajoute des bouts d'application ou qu'on les modifie. Ces caractéristiques-là sont celles qui expliquent le succès qu'a rencontré Nginx jusqu'à présent. Et donc d'ailleurs, j'aurais dû commencer par vous remercier, puisqu'il n'y a pas de succès sans vous, les clients. Donc merci pour ça. Et ce succès, il est à la fois commercial, ce qui est toujours bien pour nous, mais aussi d'estime, entre guillemets. Et donc on vous remercie. Le Nginx est devenu, il y a maintenant 15 jours, le premier web server sur le marché. Et c'est quand même un accomplissement pour un produit qui est finalement assez récent. Donc les raisons principales du succès d'Nginx à ce jour, c'est les suivantes. La première, c'est que c'est un produit qui a été conçu pour être orchestré. C'est-à-dire que c'est un produit qui est API first. Toute configuration peut être faite par API, quel que soit le use case d'utilisation du produit. Le deuxième, c'est qu'il est complètement portable, indépendant des plateformes. Il tourne sur n'importe quel hyperviseur, hyperscaler, en bare metal, etc. Vous pouvez utiliser vos Nginx partout. Les raisons différenciantes maintenant, c'est d'abord la performance. C'est-à-dire que là aussi, quel que soit le cas d'usage, qu'on parle d'API Gateway, qu'on parle de WAF sur des applications modernes,
ou qu'on parle de load balancing ou de reverse proxy classique, les gains de performance vont jusqu'à des facteurs 20 fois comparé à ce que vous trouvez dans ce type d'environnement, c'est-à-dire que ce soit les solutions open source, des services cloud natifs, etc. etc. Et puis voilà, par définition également, c'est un produit qui est extrêmement léger, extrêmement petit. Et comme on le disait en introduction, c'est une des contraintes ou une des caractéristiques de ces containers. Et donc le produit Nginx, le code Nginx va bien dans un container. Malgré tout ça, c'est quand même aussi un produit qui permet une forte consolidation. Et ça, c'est un des enjeux que nous remontent fréquemment nos clients, c'est-à-dire les développeurs veulent choisir leurs propres outils. Et comme il y a une pléthore d'outils open source, et une pléthore d'applications différentes, et encore plus avec les microservices, etc., il y a un risque avéré pour les clients et pour les entreprises de se retrouver après quelques semaines, après quelques mois, après quelques années, avec une multitude d'outils utilisés pour développer les applis, dans les applications, pour les déployer, etc. Ce qui est bien, sauf au moment où il faut maintenir la compétence de l'entreprise sur toutes ces solutions-là, ce qui devient assez rapidement extrêmement problématique. Donc le fait de pouvoir avoir avec le même code, entre guillemets, un produit qui est à la fois un ingress controller pour Kubernetes, et non seulement un ingress controller, mais l'ingress controller le plus utilisé du marché, mais aussi une API gateway et un load balancer, etc. Ça rend la vie des clients plus facile. Et toutes ces caractéristiques ont contribué au succès auquel je faisais référence il y a quelques secondes. Nous n'avons pas terminé, malgré toutes les qualités du produit et tout son succès. Il y a encore de nombreux obstacles sur la route de cette digitalisation. Une chose est sûre, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière. Personne ne pense qu'on va redéployer des applications développées en waterfall, etc., de manière classique. Mais les clients constatent un certain nombre de difficultés. Et quand on lit les études du CNCF, c'est-à-dire du Cloud Native Foundation, les clients nous disent on a 3 types de difficultés principales. La première, c'est la complexité de ces architectures. La deuxième est plutôt de nature culturelle, et j'y reviendrai. Et la troisième, c'est la sécurité. Donc, dans les activités actuelles d'Nginx, depuis l'acquisition par F5, on essaie d'adresser ces problématiques. Et on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire écrire du code pour mettre à disposition des solutions qui puissent, on l'espère, vous aider. La première d'entre elles, et je vous préviens, je serai assez rapide parce que le temps nous est compté, donc je vous dirai rapidement quel use case on pense que ces solutions couvrent, et puis je vous inviterai par la suite à venir nous en parler ou qu'on puisse étudier avec vous si ça peut s'appliquer à vos différents contextes. La première de ces solutions, qui est l'Ingress Link, permet de... Une des difficultés, c'est que chaque fois qu'on publie un nouveau service applicatif, même si tout est automatisé, beaucoup de choses sont automatisées par différents outils. Donc comment est-ce qu'on s'assure d'avoir une continuité dans ce qu'on configure? Cette solution-là vous permet de configurer l'ensemble des éléments qui soient dans les containers, que l'ingress controller et les éléments derrière, ou qui soit en frontal d'Internet ou sur le load balancer qui typiquement fait face au cluster Kubernetes. La problématique adressée ici, c'est comment est-ce que je reconfigure mes équipements ou mes morceaux d'infrastructure quand je mets en production un nouveau service applicatif ou que je le modifie. Le deuxième, il est peut-être encore plus clé, mais c'est la partie sécurité. Les applications modernes sont pas moins sensibles la plupart du temps que les anciennes, voire même au contraire, puisque c'est souvent celles qui font face à vos clients et à vos utilisateurs externes, ceux qui payent et qui financent les entreprises. Mais parce qu'on a tenté de les mettre en production souvent très rapidement et sans perte de temps, on a parfois un peu minimisé la protection de ces applis. Un des premiers chantiers qu'on a mené quand F5 a racheté Nginx, c'est de porter le WAF F5 sur les environnements Nginx pour offrir à ces applications modernes la même qualité, la même sécurité, le même niveau de sécurité. C'est un exercice qui a fait un grand pas en avant. Le produit a un peu moins d'1 an maintenant, et il a fait un gros pas en avant il y a maintenant à peine quelques semaines, 2 semaines, quand on a rendu possible d'importer une politique de sécurité à WAF, qui est donc le grand WAF d'F5,
directement dans le contrôleur qui manage les instances Nginx. Donc on est aujourd'hui à un niveau de sécurité qui est très satisfaisant en n'ayant rien sacrifié du caractère DevOps friendly, si je peux utiliser cette expression, dans lequel le produit a été conçu et développé. C'est-à-dire qu'il est intégralement automatisable, il est intégralement intégré à vos chaînes de développement, et pour un développeur ou pour un ingénieur DevOps, ce sera un artefact de l'application, comme tant d'autres, et il n'a pas besoin d'avoir, lui, de compétences particulières en sécurité pour l'utiliser. Il sera intégré à son développement, il sera intégré à ses phases de test avec les mêmes outils que ceux qu'il utilise aujourd'hui. Troisième use case, qui est lui aussi un use case intéressant. Alors, expliquer Service Mesh en 1 minute, ce que je vais tenter de faire, ça n'a aucun sens. Donc là encore, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais globalement, Service Mesh veut répondre à deux problématiques réelles et importantes de ces nouvelles architectures. La première, c'est la visibilité. Qu'est-ce qui se passe dans mes clusters de Kubernetes, dans mes containers, entre mes containers? C'est un vrai challenge pour beaucoup de clients. Et ensuite, la sécurité qu'on a un petit peu abordée. L'apport de solutions Service Mesh pour adresser ce genre de problématique est clair, il est prouvé, ça aide. Par contre, ça posait un autre type de problème qui est pourtant lui aussi clé dans ce que les clients nous disaient être des freins à l'adoption plus rapide de ces technos, qui est la complexité. C'est-à-dire que les solutions Service Mesh qui étaient disponibles jusque-là aidaient, mais étaient difficiles à manager, en particulier quand on sortait d'environnements de pré-prod avec quelques clusters, etc., pour passer réellement en production sur des grosses applications, le niveau de complexité devenait difficile à gérer. Notre pari, et c'est pour ça qu'on a développé ce service mesh, alors qu'on avait déjà un projet Aspen Mesh qui tourne sur Istio, etc., chez F5, on pense qu'on peut apporter une solution qui soit simple, performante, robuste, et qui réponde quand même aux enjeux principaux du service mesh. Et finalement, pour revenir à ce point que je mentionnais tout à l'heure, qui comme étant encore une fois une des demandes entre guillemets du marché, qui est les difficultés à faire changer la culture de fonctionnement des entreprises. Alors, on n'a pas la prétention de changer votre culture, hein, on vous laissera gérer ça, on essaie de changer la nôtre, c'est déjà pas mal. Mais ceci dit, ce produit contrôleur doit pouvoir contribuer un petit peu. Qu'est-ce que c'est que contrôleur? Et encore une fois, contrôleur en 1 minute, c'est compliqué, mais si je veux mentionner trois choses ici, d'abord, c'est un peu la moindre des choses, mais ça vous permet de manager et de gérer l'ensemble des use cases de Nginx, okay, que ce soit de l'API, de la sécurité ou du caching, par exemple. Ensuite, encore une fois, c'est complètement intégrable dans vos pipelines. Tout ce qu'on peut faire sur un contrôleur, on peut le faire par des call API. On n'a pas besoin de faire d'autres choses si on ne veut pas. Et enfin, c'est ce que vous voyez un petit peu sur le haut du transparent, c'est un effort pour favoriser la collaboration dans le sens où les différentes parties prenantes du cycle de vie d'une application ont une vue qui doit correspondre à leurs besoins. C'est-à-dire que si je lance une nouvelle application de finance, mon directeur financier ou le patron de cette application aura une vue sur tous les composants de cette application et de cette application uniquement. A contrario, si je suis une fonction de support, par exemple la sécurité, pour reprendre un exemple qu'on vient d'évoquer rapidement, je fabrique mes politiques de sécurité et ensuite je les injecte dans le contrôleur où les DevOps vont pouvoir aller les chercher pour les confier en gros aux développeurs d'applications qui, eux, vont les intégrer dans leur code, les DevOps les mettront en prod, etc. etc. Donc c'est un produit qui, au-delà d'être le control plane et de remplir toutes les fonctions classiques d'un control plane, permet aussi de faciliter la collaboration entre les différentes parties prenantes de la vie d'une application. C'était rapide, mais on va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin et je vais appeler Arnaud, dit si j'ai bien compris, le roi de la démo, pour une petite démonstration. Arnaud, je crois que c'est à toi. Pour illustrer cette démonstration, nous allons nous resservir de l'application Arcadia. Pour ceux qui suivent les forums F5 depuis quelques années, vous connaissez Arcadia. Et cette année, Arcadia a décidé de se lancer dans l'aventure des crypto-monnaies. Donc, les équipes Arcadia ont décidé d'implémenter une nouvelle application pour permettre de gérer un portefeuille de crypto-monnaies tel que le Bitcoin. Et cette année, ils ont réalisé cette application comme une application moderne à base de microservices portés sur des technologies de conteneurs. Pour publier cette application, nous allons
utiliser des instances Nginx+, qui vont nous permettre de nous assurer la sécurité de ces applications et le routage des différentes API qui sont mises en œuvre dans les différents microservices. Pour configurer ces instances Nginx+, nous allons nous servir du contrôleur Nginx qui nous offre une API permettant d'intégrer la configuration des instances dans des pipelines CI/CD. Pour réaliser ces configurations, nous allons nous servir de l'outil bien connu Postman, qui contient déjà toute une collection prête à l'emploi générée par nos développeurs. La première étape est donc de créer un environnement où va résider cette application. Donc, nous pouvons segmenter les environnements en production, pré-production, etc. pour suivre le cycle de vie de votre application. Ensuite, nous allons déclarer les gateways, qui sont les instances Nginx qui vont recevoir cette configuration. Et nous allons créer notre application Arcadia, qui va être donc une coquille vide pour l'instant, mais dans lequel nous allons tout de suite déployer le premier composant, qui va être donc son frontal web. Cette configuration donc a été poussée sur les instances Nginx au travers du contrôleur qui a déployé toutes les configurations nécessaires et déclarées dans nos appels API. Nous allons donc pouvoir maintenant nous connecter sur notre application Arcadia Crypto, mais pour l'instant, nous avons juste un frontal web d'authentification qui est disponible. Donc, Arcadia Crypto est une application moderne et nous ne souhaitons pas réaliser l'authentification des utilisateurs à travers une base de données traditionnelle, et nous allons donc fédérer cette authentification à travers la solution Okta et le protocole OpenID Connect. Donc, Okta réalisant l'authentification et nous renvoyons un token JWT que nous allons juste valider au niveau de l'instance Nginx pour réaliser l'autorisation de nos utilisateurs. Donc pour cela, nous allons lancer les appels à l'API qui vont nous permettre de déclarer cette configuration OIDC et nous allons également poster les composants de l'application Arcadia, utilisateurs et login, qui vont nous permettre de gérer ces informations. Donc si on regarde un peu plus près au niveau de la configuration, outre toutes les métriques qui sont disponibles pour cette application, nous allons voir apparaître la configuration qui a été poussée sur notre instance Nginx+. À partir de là, notre application normalement devrait nous permettre de nous authentifier. Nous nous connectons sur le portail. Nous allons ouvrir les menus avancés de Google pour suivre un petit peu les transactions. Nous réalisons la phase de login et nous voyons où ils sont passés des requêtes à destination de Okta pour réaliser l'authentification de nos utilisateurs et récupérer des tokens qui seront validés par la passerelle Nginx+. Bien évidemment, rien ne s'affiche. Notre application est une application moderne. Tout le contenu est récupéré au travers d'API qui ne sont pour l'instant pas publiées. Donc, nous allons réaliser tout de suite cette tâche de publication des API qui sont utilisées par nos microservices à travers notre collection Postman. Tout d'abord, nous avons uploadé notre fichier de spécification des API qui va définir exactement qu'est-ce que l'on peut faire au travers de cette API. Nous allons publier ces spécifications pour qu'elles soient désormais disponibles à la configuration. Et finalement, nous allons créer les composants de l'API, les déclarer au niveau de l'instance Nginx, qui vont nous permettre d'assurer le routage des requêtes vers les bons microservices dans l'infrastructure applicative. Voilà. Une fois que ces quelques appels ont été lancés, la configuration a été déployée au niveau de notre instance Nginx. Nous rechargeons notre page et nous voyons enfin notre application Arcadia Crypto disponible et qui va nous permettre donc de gérer ce fameux portefeuille de monnaie électronique, des bitcoins, des Ethereum, des Litecoin, avec différentes possibilités et notamment des interfaces pour en vendre, en acheter en fonction du cours de la crypto-monnaie en question. Donc là, j'ai pas assez d'argent, donc je vais plutôt en vendre. Hop, et voilà, ma transaction est effectuée. Donc, qu'est-ce que nous avons réalisé au niveau de notre instance Nginx? Nous avons poussé tous les composants web de configuration qui vont nous permettre d'accueillir les requêtes et nous avons défini l'API qui va servir à traiter ces requêtes, donc interpréter les requêtes API envoyées par le navigateur de l'utilisateur, ainsi que toute la configuration de routage qui va indiquer où va envoyer chacune des API en fonction de leur URI, en fonction de leur méthode, vers quel microservice. Bien évidemment, la solution d'API management du contrôleur Nginx
possède tous les éléments de configuration pour gérer cette API, toute la partie authentification dont nous avons parlé, la partie rate limiting pour contrôler le nombre de requêtes envoyées à l'API et toutes les fonctions de monitoring, de log et de sécurité possibles pour une API moderne. Au sujet des API, bien sûr, on ne va pas s'arrêter là puisque nous allons mettre à disposition également ces API auprès d'une population de développeurs externes. Et pour cela, nous allons publier un portail à destination des développeurs pour leur expliquer comment utiliser cette API s'ils veulent réaliser des outils s'interfaçant avec notre application Arcadia Crypto. Donc, nous avons réalisé la configuration de ce portail de développeurs qui est ainsi maintenant activé sur une instance Nginx. Et lorsque les développeurs vont pouvoir se connecter sur ce portail, ils vont arriver sur une interface web qui va leur proposer toutes les options, on va dire, d'interaction avec l'API, les endpoints disponibles et toute la documentation associée pour pouvoir envoyer des transactions sur l'API Arcadia et donc ainsi réaliser soit une application mobile, soit une application intégrée, soit des scripts pour s'interfacer avec notre application moderne Arcadia. Voilà, notre application est désormais publiée, néanmoins elle n'est pas sécurisée. Et nous allons donc configurer la fonctionnalité de Web Application Firewall, pare-feu applicatif web, au travers du module NAP, Nginx Application Protection, sur notre instance Nginx. Donc, un simple call va nous permettre d'activer une politique de sécurité sur notre application et donc ainsi la protéger. Donc, le contrôleur Nginx, dans ce cadre-là, va nous permettre de gérer des statistiques et aussi observer des événements de sécurité sur notre application. Pour illustrer cette configuration, si nous réalisons une requête toute simple de cross-site scripting sur notre application, nous devons observer une page de blocage bien connue des utilisateurs des solutions de WAP F5, puisque nous avons porté exactement la même technologie sur le composant Nginx+. Ici, nous retrouvons donc une page de blocage avec un support IT qui va nous permettre de suivre cette violation dans les logs fournis par les rapports du contrôleur Nginx. Si on va voir donc un petit peu ces événements de sécurité, donc il y en a un certain nombre sur les transactions précédentes qui ont eu lieu, on va pouvoir aller consulter la dernière et on va avoir ici toutes les informations disponibles sur cet événement de sécurité, un rating de violation qui nous indique qu'on a probablement une attaque en cours, le type d'attaque en fonction des signatures, si ce sont des signatures qui bloquent la transaction, les signatures ID, bien évidemment, et évidemment, quel est le composant qui a été ciblé, à savoir la requête faite par l'attaquant et qui a donc été bloquée sur la passerelle Nginx Application Protect. Nous avons donc aussi des métriques de sécurité plus globalement qui vont vous dire tout ce qui se passe au sein de cet environnement applicatif porté par les passerelles Nginx+, en complément, bien évidemment, de toutes les rapports, de toutes les mesures fournies par la solution Nginx, à savoir les temps de réponse, les temps de disponibilité, les codes erreurs, les codes HTTP renvoyés par les serveurs lorsque les utilisateurs se connectent à notre application. Alors, le contrôleur Nginx ne permet pas uniquement de générer une configuration sur une instance, il permet aussi de déployer cette configuration centralement sur tout un tas d'instances Nginx+ déployées dans le monde. Notre équipe Arcadia, donc notre équipe de développeurs, décide, pour améliorer les performances des utilisateurs, de déployer notre application sur un nouveau site. Et pour cela, pour se rapprocher de l'utilisateur, on va dupliquer l'application et donc on va devoir configurer l'instance Nginx de ce nouveau site, qui peut par exemple être un site dans un cloud public comme AWS, et nous souhaitons donc dupliquer cette configuration. L'avantage du Nginx Controller, c'est que nous allons avoir la possibilité de façon très très simple de configurer une nouvelle instance Nginx avec la notion des placements. Donc ici, on voit que les configurations sont déployées sur une seule instance. On a donc la possibilité tout simplement de rajouter des instances qui vont hériter de toute la configuration que nous avons au préalablement générée.
Nous poussons la configuration et automatiquement, cette deuxième instance va hériter des éléments de configuration et va être configurée. Il ne reste plus désormais que pousser notre application sur le second site. Voilà. Dans cette démo, donc, nous avons illustré la configuration d'une instance Nginx Plus en mode Reverse Proxy, en mode API Gateway, en mode WAF, tout ça au travers du contrôleur Nginx et des API exposés par ce dernier pour intégrer tout ce cycle de configuration dans un pipeline CI/CD. Merci Arnaud. On en a à peu près terminé pour cette présentation. Merci de votre attention. Ce qu'on aimerait, encore une fois, on a effleuré beaucoup de sujets qui sont peut-être un peu nouveaux pour un certain nombre d'entre vous. On est à votre entière disposition pour approfondir tout ce que vous voulez dans ce qui a été présenté et autre chose si vous avez des idées. Donc je vous souhaite une bonne fin de présentation et de séminaire et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Pierre. Alors, il est temps maintenant de faire une courte pause de 10 minutes, mais pendant ce temps, continuez à participer à notre quiz en répondant à nos questions pour tenter, je vous le rappelle, un clavier en chocolat de la maison Michalak. Vous pouvez retrouver le lien du quiz dans le chat ou dans le mail reçu ce matin. À tout de suite.
Merci de nous retrouver après cette courte pause pour la deuxième partie de F5 Solution Day. On va parler maintenant d'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude. On va retrouver Adlan Belawel, spécialiste Shape France. Adlan, c'est à vous. Bonjour, bienvenue dans cette session Shape Security, intitulée « L'intelligence artificielle pour anticiper la fraude applicative et alléger la charge de vos infrastructures ». Je suis Adlan Belawel, spécialiste Shape Security chez F5 France. Donc cette présentation d'aujourd'hui va s'articuler autour de 3 points principaux. Dans un premier temps, nous allons passer en revue ensemble quelles sont les caractéristiques et les spécificités de la fraude en ligne. Dans un second temps, ensuite, nous allons passer un petit peu de temps pour comprendre comment Shape Security permet de se prémunir contre ce type de menaces. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons ensemble avec Arnaud, dans le cadre d'une démo, à quoi ressemble le portail Shape Security. Bien. Donc, le premier élément sur lequel il est important de se concentrer quand on parle du contexte de la fraude en ligne, c'est la rapidité déconcertante avec laquelle évoluent les méthodes d'attaque en matière de fraude en ligne, mais aussi le niveau d'adaptation extrêmement rapide des attaquants. Par exemple, dans le cadre de la crise sanitaire, le niveau et la rapidité d'adaptation des attaquants lors de campagnes de phishing visant à personnaliser leurs messages, leurs campagnes et cibler plus efficacement les cibles beaucoup plus vulnérables, a démontré que leur niveau de sophistication était très important. De plus, il a été aussi observé que dans le contexte de la fraude en ligne, il y a beaucoup d'émulation et beaucoup de partage d'informations entre les attaquants. D'ailleurs, à titre d'illustration, 86% des bots iOS sont de souche Mirai. Donc ce niveau d'ouverture du code des bots qui sont utilisés dans le cadre de la fraude en ligne démontre un niveau d'émulation, d'adaptation et de rapidité de déploiement sur le marché de manière générale de la cybersécurité. Un deuxième élément qui nous permet de bien comprendre le contexte de la fraude en ligne est celui des principales causes de fraude en ligne. Et la principale question que l'on peut se poser, c'est quelles sont les portes d'entrée que vont utiliser les attaquants lorsqu'ils souhaitent usurper l'identité des utilisateurs et extraire des informations ou attaquer à travers vos applications. Non, c'est pas bon. Je recommence sur ce slide-là. Le deuxième élément de contexte qui nous permet de comprendre comment évolue la fraude en ligne est peut-être obtenu à travers la question quelles sont les méthodes et quelles sont les portes d'entrée des attaquants. Eh bien, on le voit à travers ce slide, les principales cibles dans le cadre d'une attaque de type fraude en ligne sont les applications des entreprises elles-mêmes, mais aussi le fait de contourner les méthodes traditionnelles de protection et les méthodes de gestion d'identité et de caractérisation des accès. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? En clair, cela signifie que les applications sont les cibles principales des attaquants lorsqu'il s'agit d'effectuer des attaques de type fraude en ligne. Alors, le troisième élément concernant cette partie contexte de la fraude en ligne, c'est justement lié au nombre d'applications. Aujourd'hui, on ne consomme plus les applications comme on pouvait le faire il y a encore quelques années. Il y a beaucoup plus d'applications par entreprise, alors pour des raisons stratégiques, pour des raisons de proximité, pour des raisons de différenciation par rapport à la compétition et de manière à être beaucoup plus en phase avec les attentes des utilisateurs. Sauf que cette augmentation d'applications signifie pour les attaquants une augmentation de la surface d'attaque potentielle. Et on voit qu'il y a une corrélation intéressante entre l'augmentation du nombre d'applications au sein des entreprises et la croissance des attaques applicatives. Alors, bien que le taux de réussite des attaques de type credential stuffing, donc qui signifie le fait de réutiliser des identifiants volés, bien que ce taux de réussite soit relativement faible, lorsqu'on le rapporte au nombre de credentials, donc d'identifiants dérobés chaque année, qui est supérieur à 3 milliards à peu près, on se rend compte que la portée à la fois économique mais aussi stratégique de ces attaques est absolument sidérante. D'ailleurs, quand on parle de risque,
on a des informations chiffrées à travers différents rapports. Par exemple, au travers du rapport d'IBM, on voit que 3,8 millions de dollars, c'est le coût. Non. Je vais recommencer celui-ci. Et donc, lorsque l'on parle de menaces au niveau des entreprises, on voit qu'à travers un certain nombre de rapports, comme celui d'IBM en 2020, eh bien, le coût d'une attaque et le coût d'une usurpation d'identité avec exfiltration des données représente un montant faramineux de 3,8 millions de dollars, qui est une estimation, mais qui nous donne une idée de ce que peut représenter le coût d'une attaque de type exfiltration de données pour les entreprises. Un deuxième élément intéressant qu'il est important de prendre en compte, c'est le fait que toutes les entreprises ne travaillent pour la disponibilité de leurs applications. Et lorsqu'on sait qu'une attaque peut mettre en péril cette disponibilité, cela peut représenter aussi des coûts faramineux selon les entreprises. Et enfin, un dernier élément qui est intéressant de noter, nous avions vu tout à l'heure que les bots représentaient un vecteur dans le cadre des attaques de type fraude en ligne. Eh bien, il existe de plus en plus d'entreprises qui vont surdimensionner leurs infrastructures de manière à répondre justement à ce trafic automatisé. Alors maintenant que nous avons compris les éléments de contexte de la fraude en ligne, voyons ce que fait Shape pour y répondre. Premièrement, il faut savoir que Shape est un ensemble de solutions qui va collecter des signaux, donc un JavaScript sur les applications web ou un SDK pour les applications natives mobiles. Et ces signaux vont être analysés en temps réel par un moteur d'intelligence artificielle. Et cette analyse va être... Je vais recommencer ce slide, s'il vous plaît. Alors maintenant que nous avons compris les éléments de contexte de la fraude en ligne, voyons comment Shape y répond. Premièrement, il faut savoir que l'ensemble des solutions Shape va reposer sur une collecte de ce que l'on appelle des signaux à travers un JavaScript pour ce qui est des sites web ou un SDK pour les applications natives mobiles. Ces signaux vont nous permettre d'identifier et de reconnaître les utilisateurs légitimes et les différencier des utilisateurs malveillants, qu'il s'agisse de bots ou d'utilisateurs humains. Et pour réussir à obtenir ce verdict, ces signaux vont être analysés dans le cloud à travers un moteur de machine learning de Shape Security. Et c'est ce que nous avions vu tout à l'heure. Lorsque le contexte exige une adaptation en continu des menaces, il est important que cette analyse soit aussi continue et qu'elle puisse être réalisée à travers le cloud de manière à ce qu'elle soit toujours pertinente. Pour vous donner quelques éléments chiffrés concernant cette analyse, Shape effectue plus d'1 milliard d'analyses de transactions par jour. Et pour poser un petit peu les éléments dans un contexte, cela représente, c'est un nombre qui est supérieur à la somme de l'ensemble des transactions analysées par nos concurrents. Et un deuxième élément qui est intéressant à retenir, c'est que plus de 150 millions de transactions humaines légitimes sont protégées par jour, ce qui donne un aperçu de l'extrême complexité, mais aussi de la présence très importante du modèle d'analyse de Shape Security. Voyons maintenant quels sont les éléments de valeur que Shape va pouvoir apporter. Premier élément de valeur, le contrôle du risque et la réduction du trafic. Nous voyons à l'écran un exemple de trafic sur une application web et nous avons réussi avec ce client, en mettant en place les mesures de protection que je vous ai évoquées, à réduire le taux de trafic malveillant, le trafic des attaquants, et le réduire à moins de 1% du trafic global, là où il frôlait les 98% avant la mise en activité des solutions Shape. On voit qu'il y a un passage de réoutillage qui a été réalisé par l'attaquant. Le réoutillage ou le retooling consiste, c'est lorsque l'attaquant va modifier son pattern d'attaque, lorsqu'il va modifier la structure de son attaque de façon à essayer de contourner les méthodes de protection. Puisque Shape Security s'appuie sur un moteur d'intelligence artificielle qui va apprendre le comportement des utilisateurs légitimes et reconnaître plus facilement les utilisateurs malveillants, eh bien cette phase de retooling n'aura pratiquement aucun effet. Et on le voit justement à l'écran.
Sur le slide suivant, nous avons toujours sur ce premier exemple, sur ce premier élément de valeur, un cas d'usage chez un client qui, pour le coup, est un client dans le retail. Donc, ce client avait une augmentation de trafic, comme on peut le voir au milieu du graphique. Et cette augmentation de trafic, eh bien, il était impossible de savoir s'il s'agissait d'une opération marketing, s'il s'agissait d'une attaque, ou peut-être même d'un passage au JT ou sur un média. Donc, le travail de Shape est toujours pour répondre au premier élément de valeur de visibilité et de contrôle du trafic des bots, va être de différencier le trafic et d'être capable d'apporter des éléments de réponse. Quelle est la part de trafic légitime qui accède à mes applications ? Quelle est la part de trafic automatisé? Et dans ce trafic automatisé, quelle est la part de trafic légitime, des bots légitimes, des bots par exemple de partenaires, par rapport à des bots malveillants ou des bots d'attaquants? Deuxième élément de valeur qui est intéressant à prendre en compte lorsque l'on aborde la protection contre la fraude en ligne, c'est celui qui consiste à bien comprendre que lorsque l'on déporte les éléments de protection vers les utilisateurs finaux, cela va générer, par exemple, des nécessités d'authentification, des demandes de mots de passe. On a tous l'habitude d'entrer nos mots de passe ou de s'authentifier plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Et le principal frein qui est causé par cette authentification presque à outrance, c'est justement d'embêter les utilisateurs finaux, de freiner l'expérience utilisateur et au final, potentiellement aussi, d'augmenter les risques que vos utilisateurs aillent chez vos concurrents. C'est ce que l'on appelle la friction. Plus vous allez rajouter d'éléments de protection sur le parcours d'achat ou sur le parcours utilisateur, plus vous allez augmenter cet aspect, cette notion de friction. Le deuxième élément de valeur, donc, pour répondre à cette notion de friction, c'est de se dire, je vais pouvoir, en analysant plus finement les utilisateurs légitimes et les reconnaître, dès qu'ils arrivent aux portes de l'application, je vais pouvoir me dire peut-être que pour les utilisateurs légitimes, je vais éviter de leur demander de s'authentifier une fois, 2 fois ou 3 fois durant le même parcours d'achat. Peut-être que je vais augmenter leur session leur session de connexion, et au lieu que leur session dure 30 minutes, qu'elle puisse durer 40 ou 45 minutes, de manière à ce que l'utilisateur soit beaucoup moins embêté par les aspects liés à l'authentification. Et c'est ce que l'on a pu mettre en place chez plusieurs clients dans le retail, mais aussi dans le secteur bancaire, en diminuant cette notion de friction, ce qui a pour effet immédiat de réduire les coûts de support client, c'est-à-dire les gens qui vont téléphoner ou qui vont contacter le support client parce qu'ils n'auront pas réussi à se connecter, et ce qui va aussi avoir pour incidence l'augmentation du taux de conversion et du chiffre d'affaires. Nous avons un très bel exemple ici pour illustrer ce deuxième élément de valeur qui est un exemple tiré d'un de nos clients dans le secteur, qui est un opérateur téléphonique. Ce client a une moyenne d'environ 400 000 connexions, 400 000 authentifications par semaine, c'est-à-dire qu'il y a 400 000 authentifications de la part de ses utilisateurs chaque semaine, et 74% des utilisateurs arrivent à se connecter du premier coup. Il y a une deuxième catégorie d'utilisateurs, environ 13%, qui n'arrivent pas à se connecter du premier coup et qui doit s'y prendre à 2 ou 3 fois, parce que ça nous arrive à tous d'oublier notre mot de passe ou de ne pas le saisir correctement. Et puis, il y a une troisième catégorie d'utilisateurs, encore 13%, on les voit en bas en rouge, qui n'ont pas réussi à se connecter, qui ne réussissent pas à se connecter et qui vont contacter le support client, le service client, ou se plaindre justement de leurs différents problèmes de connexion. En reconnaissant les utilisateurs, Shape va pouvoir aider ces utilisateurs légitimes à se connecter à leur portail d'identification, ou plus exactement au portail ou à la page applicative à laquelle ils souhaitaient se connecter, et à recevoir dans le même temps un email leur indiquant qu'ils peuvent réinitialiser leur mot de passe. Ce mécanisme a été mis en place chez cet opérateur téléphonique et cela a permis d'augmenter significativement le taux de conversion et de réduire aussi drastiquement le nombre de plaintes utilisateurs auprès du service client.
Troisième élément de valeur, pour terminer sur les bénéfices apportés par Shape, ça va être tout ce qui tourne autour de la détection de la fraude. Donc, on a compris jusqu'à présent que Shape permettait de reconnaître les utilisateurs malveillants des utilisateurs légitimes, aussi bien des utilisateurs bots, trafic automatisé, que des utilisateurs humains frauduleux. Et on a vu aussi à l'instant que l'on pouvait utiliser cette reconnaissance sur un aspect positif pour faciliter l'expérience des utilisateurs légitimes. Maintenant, le dernier élément qui est important de comprendre, c'est que la détection de la fraude consiste à analyser le parcours d'un utilisateur sur l'entièreté de sa navigation sur vos applications et être capable, toujours à travers le moteur d'intelligence artificielle évoqué, eh bien, d'identifier les comportements aberrants. Lorsqu'un utilisateur se connecte au portail d'une banque et à son espace client et qu'il effectue plusieurs dizaines de tentatives de virement en une heure, ce n'est pas un comportement normal, c'est un comportement aberrant qui est susceptible d'être un comportement frauduleux. Donc Shape va analyser ce comportement durant la navigation sur l'application et va être capable de vous alerter, donc comme on le voit au travers de ce portail, de vous alerter et de vous aider à bloquer ce comportement avant qu'il n'effectue de manipulation frauduleuse. Donc pour illustrer ce cas d'usage, pour illustrer cet élément de valeur, donc nous avons à l'écran un cas d'usage qui est justement issu d'un client bancaire qui a justement eu la possibilité d'analyser un comportement frauduleux qui pour le coup était exercé depuis une même machine, donc un seul PC, ça peut être un PC, c'est un terminal, et il avait été observé que ce même PC tentait de se connecter à plus de 300 comptes clients différents. Et avec l'analyse que j'ai évoquée tout à l'heure, le blocage a pu être réalisé bien avant que les actions frauduleuses puissent aboutir. Maintenant, nous allons voir avec Arnaud Lemaire nous allons assister avec Arnaud Lemaire à une démonstration du portail Shape et je vous dis à tout de suite. Alors comme Adlan vient de nous le présenter, chez Shape Security, on analyse des signaux. On utilise ces informations collectées dans le cloud pour déterminer des conséquences, à savoir est-ce que les requêtes qui viennent sur notre environnement applicatif sont des requêtes légitimes générées par des humains ou des requêtes générées par des bots? Est-ce qu'elles sont nocives pour notre environnement applicatif ou potentiellement génératrices de fraude sur notre application? Alors, toutes ces analyses sont faites à travers ces fameux signaux envoyés. Ce que nous vous proposons à travers cette démonstration, c'est d'illustrer le comportement de la solution Device ID+. F5 Device ID+ est une solution gratuite qui vous permet d'utiliser le premier niveau gratuitement d'analyse de Shape Security, à savoir la reconnaissance de l'environnement de l'utilisateur. Donc l'idée de F5 Device ID+, est de créer une empreinte de l'environnement d'utilisateur que vous allez pouvoir utiliser dans votre logique applicative ou pour gérer vos postures de sécurité. Concrètement, comment ça se traduit? Sur notre application Arcadia Crypto, nous avons activé la solution Device ID+, qui consiste tout simplement en l'ingestion d'un JavaScript dans une des pages de notre application qui va être implémenté au niveau du navigateur de l'utilisateur et qui va donc répondre par l'envoi d'informations propres à cette machine, ces fameux signaux qui vont être analysés dans le cloud de Shape Security. Et Shape Security va nous renvoyer une empreinte de la machine, du navigateur plutôt, de l'utilisateur. Et donc, si le même utilisateur se connecte à travers une autre machine, ou alors se connecte à travers un autre navigateur, ou alors si c'est un autre utilisateur qui essaie d'usurper l'identité de notre utilisateur, dans ces cas-là, nous allons pouvoir faire la différence. Donc c'est la première, on va dire, la première étape de l'environnement de Shape Security pour pouvoir appliquer toutes ces politiques de défense et toutes ces règles de défense, à savoir de savoir reconnaître un utilisateur et un utilisateur récurrent. Et donc, cette technologie est disponible gratuitement à tous les clients F5 pour l'implémenter. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ici dans Arcadia Crypto? Nous l'avons configuré et nous avons configuré la logique applicative suivante, à savoir si un utilisateur n'est pas connu dans notre base
d'empreinte, nous l'enregistrons lors de son premier login. Et si jamais il se reconnecte avec une empreinte différente, dans ces cas-là, nous bloquons la transaction. Donc, mon utilisateur a été connecté avec ce navigateur Chrome. Je vais faire la même connexion à travers un autre navigateur, ici Firefox. Je me log. Donc, nous validons l'authentification auprès d'Okta, nous générons un device ID et nous comparons le device ID dans notre base de données. Et là, effectivement, comme je me connecte au travers d'un autre navigateur, ma transaction est bloquée. Bien sûr, dans un environnement de production, c'est peut-être pas le comportement que vous allez souhaiter. Vous le voyez sur certains sites de e-commerce notamment, quand cet effet se produit, l'empreinte ne correspond pas à ce que nous avons dans l'historique. Soit vous pouvez informer l'utilisateur, envoyer un mail par exemple, une nouvelle connexion a eu lieu provenant d'une machine que nous ne connaissons pas. Voulez-vous valider la transaction ou voulez-vous changer votre mot de passe, ou alors tout simplement en renvoyant par exemple une demande OTP pour vraiment s'assurer de l'identité de l'utilisateur et enregistrer cette nouvelle empreinte dans notre base de données. En plus de vous fournir le mécanisme et l'interaction avec le cloud Shape Security qui vous permet de récupérer cette information, F5 vous propose un portail dans nos cloud services pour exposer un certain nombre d'informations propres à votre usage de notre solution Device ID+. Donc ici, vous voyez les différents menus des solutions proposées dans les cloud services F5, DNS, WAF et visibilité, et le nouveau menu Device ID qui vous permet de récupérer ces informations. Concrètement, qu'est-ce que ce menu va vous permettre? De visualiser sur une période de temps donnée l'activité de vos utilisateurs et notamment l'activité de ces fameuses empreintes. Vous fournir notamment le nombre de machines uniques au travers du temps que l'on a vu passer pour compter vos utilisateurs, de savoir le nombre d'utilisateurs qui reviennent dans le temps sur votre environnement, l'âge d'utilisation de la machine, entre guillemets, depuis combien de temps elle est utilisée par utilisateur, la durée des sessions de ces machines et bien évidemment pouvoir observer d'où proviennent ces connexions à travers le monde. Quelle est l'utilité de tous ces portails? Tout simplement de pouvoir voir très rapidement des divergences. Si une attaque se produit brusquement, vous allez voir des devices par country qui vont apparaître dans des pays qui n'ont peut-être rien à faire avec votre activité. Ou alors, vous allez, pour un même utilisateur, voir des nouvelles devices qui vont apparaître avec des âges très courts, qui sont souvent susceptibles d'illustrer une attaque. Alors, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de ce service, donc on a fait cette connexion et on a eu effectivement cette erreur Device ID not matching. Et donc, dans la logique applicative de notre application, nous allons aller effacer la précédente empreinte dans la base de données. Donc, nous nous connectons sur notre base de données toute simple. Nous allons récupérer la collection des utilisateurs, notre utilisateur, et on voit qu'on a bien une empreinte Device ID dans la base de données. Nous allons éditer le document, supprimer l'empreinte, sauvegarder l'information dans notre base de données et tenter de nous reconnecter, réaliser l'authentification auprès d'Okta. Et là, évidemment, tout d'un coup, nous nous connectons bien évidemment. Donc voilà un petit exemple assez parlant, assez simple de l'utilisation de F5 Device ID dans votre environnement. Les points importants, c'est que ce F5 Device ID est gratuit, donc vous pouvez l'utiliser dès lors que vous avez un compte de support F5. Ce Device ID, comme je l'ai dit, il peut vous aider soit à faire du reporting sur l'activité, soit renforcer vos pages d'authentification, soit renforcer les informations de log fournies à votre CIEM et utilisées par vos équipes de SOC lorsqu'ils font des post-mortem ou des analyses d'attaque, ou encore une fois, travailler sur des logiques un peu plus évoluées d'optimisation de l'activité de vos utilisateurs sur vos sites, par exemple pour bypasser des OTP quand on connaît déjà les machines et donc on s'assure de l'identité de l'utilisateur de la sorte. Merci Arnaud pour cette démonstration. Donc pour résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous avons la possibilité de résumer cette présentation en 3 points.
Le premier élément, il s'agit de bien retenir que les solutions Shape Security permettent de protéger les applications contre les bots simples mais aussi complexes dans le cloud et à travers un moteur de machine learning afin d'être constamment en phase avec les évolutions rapides que nous avons évoquées en début de notre session. Le deuxième élément important à retenir, c'est que l'apport des solutions Shape permet aussi de travailler sur la notion de friction induite par les méthodes d'authentification que nous avons vues ensemble. Et le troisième élément que nous avons aussi parcouru ensemble, c'est le fait que les solutions Shape Security ne permettent pas uniquement de discriminer les utilisateurs légitimes des utilisateurs bots, mais aussi de reconnaître les utilisateurs humains frauduleux de façon à compléter votre posture de protection contre la fraude en ligne. Et d'ailleurs, je vous invite en tant que client F5 à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial de façon à pouvoir bénéficier gratuitement du module Device ID+, qui va vous permettre d'avoir une cartographie des terminaux et des devices et de mettre un premier pied dans l'univers Shape. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Adlan. Alors, on va passer tout de suite à la dernière session de cette matinée. Il va être question d'infrastructure as a service, présentée par Olivier Gerlin, qui est spécialiste Volterra France. Mais avant de retrouver Olivier, un témoignage de Gauthier Astruc-Amato, Head of Operation, BetClick Group. Bonjour à tous. Je suis Gauthier Astruc, je travaille chez BetClick depuis maintenant 2 ans et je suis ici pour vous parler un petit peu de la relation que j'ai eue au cours de ces 2 années avec F5. Tout d'abord, BetClick, c'est une société que beaucoup d'entre vous connaissent, je l'espère. Peut-être certains d'entre vous sont clients. C'est un leader des paris sportifs en Europe, mais également des jeux de poker, de casino et de paris hippiques. Nous avons environ 13 millions de joueurs chez nous, donc vous pouvez imaginer l'importance que l'on accorde à notre infrastructure. Et de longue date, BetClick a été victime d'attaques DDoS. Ça a été pendant très longtemps ce qu'on qualifiera d'attaques de petits volumes, environ des volumes inférieurs à 100 mégabits par seconde. Par contre, à partir de août 2019, les attaques se sont un petit peu amplifiées pour faire plusieurs centaines de mégabits par seconde. Et notre fournisseur de l'époque, qui était également notre hébergeur, n'a pas su faire face à ces attaques à plusieurs reprises. Et à ce titre-là, donc, j'ai contacté F5 et qui m'ont proposé rapidement des solutions. Et donc, ainsi, on a pu mettre en place très vite des solutions, donc Volterra à l'époque, qui nous ont permis de contrer ces attaques. Ça a dû mettre, j'imagine, nos attaquants de mauvais poil, puisque rapidement, ces attaques ont encore augmenté en volume, jusqu'à atteindre des volumes supérieurs au terabit par seconde. Donc ça, c'était des protections qu'on a mis du coup en layer 4, et après coup, on a complété ça avec des protections layer 7, de manière à également protéger tout ce qui était HTTP directement. Depuis, les attaques DDoS continuent, elles sont maîtrisées et on peut être serein de ce côté-là. Néanmoins, notre relation avec F5 a perduré et d'autres choses sont venues s'ajouter. Vous vous doutez bien que BetClick est certifié PCI DSS. Et à ce titre-là, on utilise également des solutions Volterra pour nous protéger en Web Application Firewall. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place peu de temps après avoir mis en place les protections, je dirais, des DOS. Et suite à ça, donc suite à ce rapprochement, je dirais, avec F5, avec le fait qu'on utilise de la bande passante F5, des solutions anti-DDoS F5, évidemment, on n'utilisait plus notre fournisseur, je dirais, historique de bande passante, qui nous a tout bonnement lâché et a préféré dénoncer le contrat dans la mesure où ça n'intéressait plus d'avoir BetClick pour client. Et on s'est retrouvé en plein confinement, donc le premier confinement, un confinement dur, à devoir déménager un data center à Bordeaux et à Lisbonne. Et là, une fois de plus, j'ai appelé F5 pour leur dire, écoutez, ça va être compliqué.
qu'est-ce qu'on fait, et donc nous ont accompagnés sur ce déménagement, sur cet hébergement, et en plein Covid, et je dirais que c'était pratiquement clé en main au niveau de la solution, et ça a été une aide précieuse. Alors même si c'est pas leur cœur de métier, bah, ils étaient là. Voilà, ils étaient là pour nous, et on en est encore très content à ce jour-là. Je pense que sans leur intervention, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc vous l'aurez compris, BetClick, voilà, c'est une relation forte avec F5, et qui s'est encore poursuivi récemment avec l'ajout de Reverse Proxy dans un de nos data centers. Nous avions un problème de capacité dans un data center où l'on ne souhaitait pas forcément investir lourdement en infrastructure, et où nous avons mis des endpoints F5 software, de manière à gérer notre croissance dans ce pays-là. Donc vraiment un grand merci F5, c'est une belle relation que l'on a avec eux, je trouve. C'est une relation humaine avant d'être une relation commerciale. C'est une relation de confiance avec des belles personnes en face, et des gens très compétents, des experts qui sont là pour nous accompagner, avec lesquels on s'entend bien, et on arrive même parfois à rigoler des incidents en cours. Merci à tous. Oui, bonjour à tous, Olivier Gerlin, je suis Sales Spécialiste Volterra. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter comment Volterra peut répondre à la problématique d'infrastructure as a service dans un monde multi-cloud. Tout d'abord, quelques données marché. La transformation numérique n'est pas facile. Le portfolio applicatif est complexe et distribué. 97% des gens, des entreprises gèrent des applications. Et parmi ces 97%, 75% ont une problématique de gérer des applications traditionnelles et modernes à la fois. Ce qui induit des problématiques de sécurité. Donc plus de 300% des entreprises dans les 2 dernières années ont vu une augmentation des cyberattaques, avec un chiffre également impressionnant, 100 milliards de dépenses, de pertes pour les entreprises sur ces cyberattaques. Beaucoup d'entreprises également, et 100%, nous disent qu'ils ont des problèmes de visibilité sur leur portefeuille applicatif. Donc je vais revenir sur la complexité opérationnelle. Donc aujourd'hui, si on prend la plupart des entreprises, on travaille dans un monde de silos. Les DevOps travaillent dans leur silo avec leur application. Les NetOps s'occupent également, ont leur application et leurs outils de gestion de l'infrastructure. Et enfin, les SecOps vont gérer encore dans leur silo tout ce qui est sécurité. Ce que va proposer Volterra, c'est d'avoir des solutions adaptées pour les applications, avec notamment une plateforme de services et d'applications commune aux DevOps, aux NetOps et aux SecOps. Pour cela, on va réduire notamment le coût, la complexité opérationnelle, c'est le fameux TCO. On va améliorer le ressenti utilisateur, parce qu'on va voir dans les slides suivants qu'on va emmener les applications au plus près de l'utilisateur. Donc au niveau performance et latence, on sera mieux. Et enfin, on va être beaucoup plus facile, on va donner des outils à ses collaborateurs pour aller plus facilement pour scaler les applications. Alors, si on essaye de comprendre les solutions Volterra, on a 4 briques fondamentales. La première brique, c'est le backbone Volterra. Aujourd'hui, on a 21 POP, points de présence, à travers le monde, du Japon à l'Europe et aux États-Unis. Le deuxième pilier de la solution Volterra, c'est VoltMesh. VoltMesh, c'est un composant logiciel qui va apporter des fonctionnalités réseau sur la plateforme. Le troisième composant, VoltStack, va permettre de gérer les applications modernes au plus près de l'utilisateur. J'y reviendrai. Et enfin, VoltConsole. VoltConsole, ça va donner la visibilité à la fois aux NetOps, SecOps et DevOps, à l'ensemble des données de l'infrastructure. Alors, si je descends un peu plus dans l'interconnexion, VoltMesh va permettre de connecter vos sites. Donc chez nous, un site, c'est votre cloud privé, c'est votre cloud public.
voire c'est l'Edge. L'Edge, ça peut être une chaîne de magasins, ça peut être la Factory 4.0. Donc ce composant VoltMesh va se déployer partout dans vos sites. Je répète encore une fois, dans votre cloud privé, on va mettre un composant VoltMesh. Dans le cloud public, on va mettre un composant VoltMesh et également à l'Edge. Et ce composant VoltMesh va interconnecter l'ensemble de vos sites pour créer un cloud logique distribué et sécurisé. Donc pour vous, ça va être extrêmement simple. Votre infrastructure va être simple à gérer, agnostique, que vous déployez votre appli dans le cloud privé ou le cloud public, ça va être les mêmes outils. Alors si on va un peu plus loin, au niveau dans des applications, on va pouvoir publier les applications et les services sur ce cloud logique. Alors je m'explique. Sur ce cloud logique distribué, votre application va pouvoir être publiée à n'importe quel endroit, qu'elle soit dans le cloud privé, dans le cloud public ou l'Edge. Et enfin, sur ce cloud logique distribué, vous allez pouvoir déployer des services partout de protection contre le DDoS, de WAP ou d'antibot. Je vais prendre un exemple dans le slide suivant. C'est instantanément, vous pouvez publier en interne l'application. Par exemple, l'application IoT qui était sur votre cloud public peut être publiée directement à l'Edge. Donc vous allez pouvoir contrôler tout ça à partir de la console unique Volt Console. Je vais revenir avant d'attaquer sur ce slide, sur les slides précédents et la philosophie. Donc la plateforme de service Volterra va vous permettre de construire un cloud logique distribué et sécurisé pour publier vos applications, première phase, et également protéger vos applications à l'aide d'outils comme la protection des DOS, le WAF. À partir de ce moment-là, et c'est ce que vous allez voir sur ce slide, on va pouvoir étendre ces services vers les applications modernes. Et pour reprendre les mots de Sébastien, au début de la matinée, on va pouvoir créer des micro-data centers virtuels à l'Edge. En fait, c'est la partie VolStack de la plateforme Volterra qui va vous amener la gestion de microservices via un cluster Kubernetes virtuel et distribué. Volterra, ce n'est pas un produit, c'est une plateforme de fourniture de services et d'applications avec 3 fonctions essentielles, le réseau, la gestion des microservices et la Volt Console. Et on va passer, et là je me retourne vers Arnaud, qui va nous faire une démonstration de la plateforme de service. À toi Arnaud. Dans cette démonstration, nous allons illustrer la flexibilité de l'infrastructure de SaaS Volterra à travers 2 use cases qui sont la notion de Kubernetes managé par l'infrastructure Volterra et la notion de proxy distribué pour interconnecter vos composants applicatifs. Alors, comme nous l'avons expliqué durant la première démonstration, l'équipe d'Arcadia a décidé de fabriquer l'application Arcadia Crypto à base de conteneurs. Plutôt que de déployer ces conteneurs sur leur data center sur un Kubernetes traditionnel ou un OpenShift, ils ont décidé de déployer un nœud Volterra et dans ce nœud Volterra, de bénéficier du Kubernetes managé fourni par Volterra. Et c'est à l'intérieur qu'ils ont déployé leurs conteneurs formant l'application Arcadia Crypto. Alors, dans cette première démonstration, nous allons montrer comment les équipes d'Arcadia vont pouvoir dupliquer cette configuration et ces déploiements de conteneurs sur un deuxième site. Nous allons nous connecter sur la console Volterra. Nous voyons ici, dans un premier temps, les 2 sites qui sont déployés. Donc, ce sont des nœuds Volterra qui peuvent être des machines virtuelles, qui peuvent être des hardware physiques ou des serveurs dédiés. Nous allons observer la configuration qui a déjà été mise en place. Donc, au travers de ces 2 sites, nous n'avons déployé aujourd'hui les containers que sur le premier site, Forum Site 1, qui est présent sur le data center de Londres, et nous avons déployé le deuxième nœud Volterra en Irlande dans le cloud Amazon. Nous voyons aujourd'hui au niveau du trafic de ces nœuds Volterra que seul le site 1 à Londres est utilisé. Il est raccordé à 2 data centers de l'infrastructure Volterra automatiquement au travers d'Internet par des connexions sécurisées.
Et c'est à travers ce backbone Vera que les requêtes de nos clients arrivent sur notre nœud dans notre data center. L'intérêt donc de passer par l'infrastructure managée Volterra, c'est que également pour les gens qui gèrent l'application, nous avons toute la partie visibilité qui est nativement intégrée. Donc ici, nous avons par exemple le dashboard du load balancer qui expose notre application Arcadia Crypto au reste du monde, qui nous présente des métriques d'état de santé, des métriques de temps de réponse, mais également des informations sur la nature du trafic. Et là, on a également la possibilité de consulter toutes les requêtes qui sont véhiculées par l'infrastructure Volterra et qui atteignent notre application avec le détail pour chacune des requêtes sur les temps de latence, réseau ou applicatif, les informations sources destination et la nature de la requête. Donc toutes ces informations sont extrêmement utiles et naturellement intégrées et générées par la plateforme Volterra. Pas besoin de s'en préoccuper. Également, dès lors que vous déployez des conteneurs, une notion de service mesh est automatiquement mise en place. Donc cette notion de service mesh permet de visualiser la maîtrise des flux entre vos différents conteneurs déployés dans l'infrastructure Kubernetes managée de Volterra. Donc ici, nous voyons que notre flux arrive depuis Internet sur notre instance Nginx et qui répartit le trafic sur nos différents services de conteneurs. Donc, ça vous permet d'avoir une cartographie, mais également un état de santé, puisque les codes de couleur vont changer dès lors qu'un conteneur se met à mal fonctionner, vous permet rapidement de troubleshooter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre environnement de microservices. Nous allons nous pencher maintenant sur la configuration avec cette notion de virtual Kubernetes qui vous permet, au travers d'une seule interface de management centralisé, de visualiser l'intégralité des conteneurs déployés pour un environnement, quel que soit le nombre de clusters ou de nœuds Volterra sur lesquels se trouvent ces conteneurs. Donc, bien évidemment, la console Volterra vous fournit un certain nombre d'informations sur le déploiement en cours, vous permet de déployer ces fameux conteneurs, mais vous pouvez également déployer ces conteneurs au travers des outils plus traditionnels, comme par exemple la ligne de commande Kubernetes, kubectl, ou alors par exemple des scripts du type Terraform qui sont utilisés par vos équipes de développement. Donc, si on se concentre sur le déploiement actuel, nous avons une base de données qui, elle, ne sera pas dupliquée puisqu'elle est unique, des microservices qui composent notre application, front-end, logging, stock, user, qui eux seront déployés sur notre deuxième site. Et on voit également nos deux instances Nginx qui ont été au préalablement déployées sur les deux sites et configurées lors de la démo numéro. Donc maintenant, on va s'atteler à la tâche de dupliquer cette configuration et ça va être très très simple grâce à la notion fournie par Volterra de virtual site. Le virtual site est un regroupement logique de configuration qui peut être associé à des tags, des annotations que l'on va fixer sur les différents nœuds Volterra pour leur indiquer qu'ils doivent héberger cette configuration ou ces éléments de conteneurs. Donc ici, nous avons créé un virtual site qui représente nos conteneurs applicatifs Arcadia Crypto et nous allons aller configurer notre nouveau nœud Volterra, notre site numéro 2, pour lui dire d'héberger ces configurations. Donc pour ce faire, on lui indique juste un tag que nous avons arbitrairement configuré à forum.fr avec une valeur active pour dire je souhaite héberger toute la configuration de mes conteneurs qui correspondent au tag de ce virtual site. Nous sauvegardons la configuration, nous retournons dans le menu Virtual Kubernetes et là, normalement, nous devrions commencer à voir des nouveaux pods qui apparaissent. Et effectivement, le nombre de pods augmente. Il passe de 1 à 2 pour l'ensemble des conteneurs de notre application Arcadia Crypto. On va aller pouvoir aussi consulter l'état de chacun de ces pods. Et on voit que certains sont encore en cours de création. Donc, désormais, on va pouvoir se connecter à notre application Arcadia Crypto pour voir comment elle se présente. Donc ici, nous avons l'URL de notre premier site sur le site 1 et nous avons créé une seconde URL, Arcadia Crypto Site 2, pour pointer uniquement sur notre nouveau site, notre nouveau nœud Volterra pour montrer que la configuration est fonctionnelle. Donc on va se loguer, nous avons les échanges avec Okta qui vont se passer, mais on va se retrouver bloqué. Alors, malgré le fait que nos conteneurs aient reçu l'instruction de se déployer sur le deuxième site, on va observer qu'un certain nombre de ces conteneurs sont en erreur. Effectivement, comme je l'ai indiqué, un des éléments qui compose notre application, à savoir la base de données, n'est pas dupliquée, puisqu'elle est unique. Elle doit résider à un seul endroit et elle ne peut pas être répliquée sur un autre site. Donc, les composants des conteneurs qui font appel à cette base de données ne vont pas pouvoir
contacter la base de données naturellement, puisqu'il se retrouve dans un Kubernetes sur un nouveau site. Donc, le deuxième élément de cette démonstration, c'est de vous montrer comment très simplement, on va pouvoir interconnecter ces conteneurs avec cette base de données sans ouvrir de flux spécifiques, sans tirer de liaisons spécifiques, sans se complexifier la vie. Pour cela, nous allons déployer une configuration de TCP Load Balancer qui va permettre aux conteneurs du site 2 de se connecter à la base de données du site 1. Donc, nous allons aller dans le menu TCP Load Balancer, nous allons créer un nouveau load balancer. Nous allons lui donner un nom, donc c'est une base de données MongoDB. Nous allons lui dire d'écouter sur le port MongoDB 27017. On va lui donner un domaine, effectivement, sur lequel il va écouter. Et le domaine va être tout simplement le nom du service de conteneur de la base de données au sein de l'environnement Kubernetes, donc Arcadia-DB. Nous allons lui spécifier des pools. Et là, c'est une partie très intéressante de la facilité d'interconnexion que nous fournit Volterra. Donc, nous allons créer le pool qui va pointer sur notre instance de base de données du site. Pool MongoDB. Ici, au mieux de lui fournir un nom de machine ou alors une adresse IP, nous allons spécifier à l'environnement Volterra que le back-end de base de données est un microservice. Donc, nous allons donner le nom de ce microservice, Arcadia-DB, qui réside dans mon namespace. Et nous allons lui indiquer qu'il se trouve sur le site numéro 1, sur le réseau Outside Network. Et bien évidemment, nous allons lui donner son port applicatif 7017, qui est un MongoDB. Donc, lors de la création de ce pool, nous n'allons pas référencer d'adresse IP, nous allons juste référencer le service Kubernetes qui héberge notre base de données. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à publier ce TCP Load Balancer. Donc, on ne va pas le publier ici sur Internet, comme on l'a fait pour le service fontaine Arcadia. On va le publier au sein de notre site numéro 2 pour qu'il soit disponible, mis à disposition pour les conteneurs du site numéro 2 qui en ont besoin. Donc ici, nous allons lui spécifier notre site numéro 2. Nous sauvegardons et nous avons terminé la configuration de ce load balancer. Donc, très intéressant, ce load balancer va résider sur le site numéro 2 et va atteindre des composants qui se trouvent sur le site numéro 1 sans que nous ayons à référencer une quelconque adresse IP ou un quelconque chemin de flux. C'est ça la magie, on va dire, du niveau d'abstraction fourni par le réseau Volterra. Donc, on laisse quelques secondes pour que le load balancer s'instancie. Nous allons retourner sur cette partie conteneur et nous allons regarder si on a toujours des conteneurs en erreur au niveau de notre infrastructure. Et là, ce qu'on observe, c'est que désormais, nous n'avons plus de conteneurs en erreur. Ils sont tous passés en vert. Nous avons réussi à raccorder les conteneurs qui en ont besoin dans le Kubernetes Manager du site numéro 2 à la base de données qui se trouve dans le site numéro 1. On va tester notre application désormais sur le site numéro 2. Nous allons nous loguer, passer l'étape de login et arriver sur l'application hébergée sur le site numéro 2 qui va aller chercher, se nourrir des informations de la base de données qui se trouve sur le site numéro 1. Donc, dans cette démonstration, nous avons illustré deux fonctions très intéressantes du réseau Volterra. D'une part, la souplesse que l'infrastructure Volterra apporte sur la gestion des environnements Kubernetes avec un Kubernetes managé par l'infrastructure Volterra, pas besoin de se préoccuper de l'infrastructure Kubernetes, mais aussi virtualisé, à savoir je suis capable de générer 2 environnements Kubernetes sur 2 sites différents et de les manager comme s'il n'en était qu'un seul, ce qui me permet de dupliquer les environnements de conteneurs de façon très très simple. Et le deuxième aspect de cette démonstration est donc la création de proxys distribués à travers ces TCP Load Balancer qui nous permettent de raccorder des applications ou des utilisateurs d'un point 1 à un point 2 de l'infrastructure Volterra avec un minimum de configuration tout en contrôlant les ouvertures de flux et la sécurité de ces flux. Merci Arnaud, merci pour cette très bonne présentation.
En conclusion, je reviendrai sur merci à tous de votre attention et deux, trois points à retenir sur la solution Volterra. D'abord, c'est une offre SaaS qui interconnecte l'ensemble de vos sites, qu'ils soient cloud privé, cloud public et edge, avec la possibilité d'avoir une couche applicative, un cluster virtuel Kubernetes. Merci à vous. Merci à tous les intervenants et merci également à tous les participants. Vous avez été très nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire, à jouer à notre quiz. L'équipe d'F5 va revenir vers la dizaine de gagnants très rapidement. Maintenant, Sébastien, on arrive à la fin de cette matinale. Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots de toutes ces interventions? Quelques mots, je vais en choisir 3. D'accord. Le premier, c'est solidité. Nos clients nous font de plus en plus confiance et merci à eux. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on va s'appuyer fortement. Bien sûr. Le mot numéro 2, je pense qu'il est un petit peu évident pour tout le monde, c'est le mot innovation. Arnaud en a largement parlé. Bien sûr. F5, aujourd'hui, fournit toutes ces solutions très innovantes qui sont parfois un peu disruptives. Donc on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup de parler à nos clients. Et pour comprendre comment cela pourrait les aider dans leur développement économique ou dans leur développement de services. Et le troisième mot qui, pour moi, est le plus important, justement, de par ces innovations-là, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, je pousse vraiment les équipes France, mais aussi dans tous les pays d'Europe. On se rapproche de plus en plus de nos clients. Certains d'entre vous, d'ailleurs, avez signé des partenariats avec nous sur plusieurs années de développement technologique, mais de développement business et sur différents aspects. Et je pense que le plus nous vous comprendrons, plus nous pourrons ensemble travailler pour, j'espère, continuer encore dans 20 ans comme vous nous avez fait confiance sur les 20 dernières années. Eh bien, c'est noté. On se donne rendez-vous l'année prochaine en J'espère. présentiel cette fois-ci. Vraiment, je vous garantis, dès qu'on pourra, on fera tout en présentiel. À bientôt.